Pendant des décennies, la pomme de cajou a été un fantôme dans les champs du Burkina Faso. Présente partout tombée au sol sous les arbres, elle était foulée, négligée, ignorée. Ce fruit rouge doré, juteux au parfum légèrement fermenté, était connu des enfants du sud-ouest burkinabé, mais personne ne le considérait vraiment. Le monde entier, lui, ne voulait qu'une seule chose, la noix. L'amande précieuse dissimulée dans la coque dure du fruit était destinée aux collations européennes, aux douceurs indiennes, aux marchés asiatiques. Le reste, inutile, jeté, abandonné. Ce dédain a duré des générations. Les agriculteurs récoltaient les noix, les ensachaient et laissaient les pommes de cajou se décomposer. Une partie était utilisée pour l'alimentation animale, parfois fermentée, en alcool local. Mais rien ne dépassait le cadre artisanal. Aucune échelle industrielle, aucun rêve, juste une habitude cultivée de choses, vendre une, jeter l'autre. Et pourtant, la pomme de cajou est l'un des fruits les plus riches en vitamine C au monde, bien plus que l'orange. Elle peut être pressée, en jus distillé, en alcool transformé en vinaigre ou même en vin. Des pays comme le Brésil ou l'Inde ont bâti des industries entières autour d'elle. Mais au Burkina Faso, elle restait invisible. Non pas parce qu'elle n'avait pas de valeur, mais parce qu'on avait appris à ne pas y croire. Le système mondial de l'agriculture ne récompense pas le potentiel, il récompense les systèmes. Et le système burkinabé, hérité de la colonisation, était centré sur l'exportation brute. Mais quelque chose a commencé à changer. Lentement, puis brusquement, les tendances mondiales en matière de superaliments, de produits exotiques, de boissons naturelles ont poussé les consommateurs occidentaux à redécouvrir des goûts oubliés. Le jus de pomme de cajou s'est invité sur les blocs de santé européens. Le vin de cajou a attiré l'attention en Asie du Sud. Le monde se mettait soudainement à désirer ce que le Burkina Faso ignorait depuis toujours. Mais le pays n'était pas prêt. En 2024, selon les chiffres du Safecode, environ 400 000 tonnes de pommes de cajou ont été produites. Et pratiquement toutes ont été perdues. Plus grave encore, alors que le pays disposait d'une capacité de traitement de 30 000 tonnes de noix, seules 16 000 tonnes ont été effectivement traitées. L'infrastructure existait, la récolte aussi, mais le système lui était en retard. Un gouffre entre l'abondance et l'incapacité, entre le potentiel et l'inertie. Il fallait briser le cycle. C'est ainsi qu'est née l'idée de Penny, une ville rurale autrefois insignifiante sur la carte, mais aujourd'hui au centre d'une transformation. Là-bas, dans le sol rouge, s'élève une usine à 11,5 millions de dollars. Mais pas pour traiter les amandes. Non, pour traiter la partie oubliée, la pomme. Ce projet lancé personnellement par le président Ibrahim Traoré le 22 mai 2025 n'est pas une initiative caritative. Il s'agit d'une stratégie, d'un changement de paradigme, une déclaration, cette fois c'est à nous. Et l'impact symbolique est profond. Depuis toujours, le développement semblait appartenir aux capitales, aux centres urbains, aux lieux où le pouvoir réside. Mais Penny est rurale, Penny est poussiéreuse. Penny a été oubliée. En y implantant une usine de transformation moderne, le gouvernement réinvente la cartographie du développement. Le message est clair, le pouvoir ne réside pas seulement à Ouagadougou. Il réside là où la production naît, chez les cultivateurs. À travers cette usine, c'est une nouvelle vision économique qui prend forme. Transformer ce qui était jeté en un symbole de fierté nationale. Car il ne s'agit pas seulement de produire du jus ou du vinaigre, il s'agit de créer une chaîne de valeur intégrée. Une chaîne où le pays ne se contente pas de vendre des matières premières, mais où il transforme, emballe, commercialise, exporte. Mais plus que tout, cette usine remet une vérité au cœur du débat, le Burkina Faso n'a jamais été pauvre. Il a été structuré pour exporter sa richesse. Ce n'est pas la matière qui manquait, c'est l'imagination économique. Et aujourd'hui à Penny, cette imagination prend forme. Alors que les premiers équipements arrivent, que les ouvriers s'activent, que les tuyaux, fermenteurs et convoyeurs prennent place, quelque chose de plus profond germe dans l'esprit des populations locales, l'idée qu'elles peuvent créer, posséder, valoriser, l'idée que ce pays peut aller au-delà de l'export brut, qu'il peut enfin commencer à rêver en grand. Et vous, que pensez-vous de ce pari risqué mais audacieux? Une usine peut-elle vraiment changer un pays? Partagez votre avis dans les commentaires. Chaque voix compte pour faire avancer ce débat essentiel sur l'avenir industriel de l'Afrique. Ce n'est pas une simple usine qui s'élève à Penny. C'est un manifeste économique, un signal géopolitique, une preuve que le Burkina Faso n'est plus prêt à jouer un rôle passif dans l'ordre mondial. Ce projet de 11,5 millions de dollars lancé avec force par le président Ibrahim Traoré ne porte pas la marque des bailleurs occidentaux ou des ONG internationales. Il est national assumé, affirmé. Et cela change tout.
Car depuis trop longtemps, les pays africains ont été pris dans une logique où ils fournissent les ressources mais ne récoltent ni la valeur ajoutée ni la souveraineté économique. En 2024, le Burkina Faso a exporté pour 111 millions de dollars de noix de cajou brutes, un chiffre impressionnant à première vue. Mais une fois transformées, ces mêmes noix génèrent 3 à 4 fois plus de revenus pour des pays comme le Vietnam ou l'Inde. C'est là que la richesse est créée dans la transformation, l'emballage, le marketing. Et c'est exactement ce que Penny veut rapatrier. La stratégie est donc simple, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de la production, de la transformation, de la commercialisation. Mais plus encore, reprendre le contrôle du récit. Car il ne s'agit pas simplement de traiter des fruits. Il s'agit de dire au monde, nous avons de la valeur. Nous pouvons la créer ici. Et nous n'avons plus besoin d'avaliser un système qui nous maintient à la marge. À Penny, l'usine va transformer 5000 tonnes de pommes de cajou par an. Mais au lieu de se concentrer sur les amandes, elle vise la partie oubliée de la récolte. Grâce à des équipements spécialisés, elle produira des jus, des vins, du vinaigre, de l'alcool, autant de produits qui n'existaient auparavant qu'à une échelle artisanale, voire pas du tout. Ce n'est pas juste de la valeur ajoutée, c'est de la valeur créée à partir de rien. Et cela bouleverse les règles. Mais la stratégie de Traoré va au-delà de l'agro-industrie. Elle s'inscrit dans une vision plus vaste, une réinvention de la souveraineté. Le même gouvernement qui milite pour une indépendance monétaire, qui construit une raffinerie d'or nationale, qui lance une banque postale burkinabé, bâtit aussi des usines. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture de résistance, de rupture. Car les marchés mondiaux ne changent pas avec des discours, ils changent avec des produits. Des bouteilles de jus sur des étals, des vins dans les avions africains, des vinaigres artisanaux dans les hôtels régionaux. Chaque produit est un signal, l'Afrique n'est plus un grenier à ciel ouvert. Elle devient un atelier. Et cet atelier commence à Penny. L'usine injectera plus de 867 000 dollars chaque année dans l'économie locale uniquement via l'achat de pommes de cajou. Cela signifie des revenus stables pour les agriculteurs sans les incertitudes du marché mondial, sans les fluctuations de prix dictées par des acheteurs étrangers. Cela signifie aussi une forme de dignité retrouvée, vendre non pas par contrainte, mais par choix. Mais au-delà de l'économie, il y a une dimension politique. Car construire une usine de cette envergure dans une zone rurale, oubliée, sans infrastructure majeure, c'est un acte politique. C'est dire que la transformation ne se fera pas seulement dans les capitales, elle se fera là où le peuple vit, là où la richesse pousse, là où la terre donne. Et ce modèle peut s'étendre. Selon le Conseil burkinabé du secteur agropastoral et halieutique, CBF Penny n'est qu'un prototype. Si le projet réussit, d'autres usines similaires verront le jour dans les zones de production de mangue de karité, de sorgho, voire de coton. Un réseau industriel rural, une révolution silencieuse. Mais cette révolution ne plaît pas à tout le monde. Dans les cercles de commerce internationaux, cette usine fait déjà du bruit, car elle représente une menace, une remise en cause de l'ordre établi. Jusqu'ici, l'Afrique exportait, l'Asie transformait, l'Occident consommait. C'était la règle. Penny brise cette chaîne. Elle insère une nouvelle étape dans le circuit, la transformation locale. Et ce simple geste a des conséquences majeures. Moins de matières brutes à exporter signifie moins de contrôle pour les acheteurs traditionnels. Plus de produits finis en Afrique signifie plus de concurrence pour les transformateurs asiatiques. Et un marché africain dynamique signifie moins de dépendance aux anciens partenaires coloniaux. Ce n'est pas une évolution, c'est une rupture. Mais ce projet stratégique n'aura de sens que s'il est compris et porté par la population. Et c'est là que se pose la vraie question, cette usine peut-elle changer les mentalités autant que l'économie ? L'idée de souveraineté industrielle peut-elle s'enraciner aussi profondément que le cajou dans les sols de Penny? Ce ne sera pas facile. Mais l'enjeu est immense, car derrière chaque pomme de cajou fermentée, il y a une idée que le Burkina Faso peut pour la première fois depuis longtemps transformer ses rêves en réalité concrète, visible, embouteillée. Le modèle économique qui a dominé le continent africain depuis des décennies repose sur une logique simple: exporter la matière première, importer les produits finis. Cette logique pourtant a prouvé ses limites. Elle maintient les pays africains dans une position de dépendance structurelle dans laquelle la richesse est créée ailleurs, les emplois sont créés ailleurs et la plus-value est captée ailleurs. Avec l'usine de Penny, le Burkina Faso cherche à briser ce modèle. Le fruit est produit ici, transformé ici, embouteillé ici, vendu ici et à l'international. Une approche intégrée qui bouleverse la chaîne de valeur traditionnelle. Pour la première fois, la pomme de cajou ne sera plus simplement extraite pour être jetée, mais exploitée dans toute sa richesse potentielle. Ce changement de paradigme a plusieurs conséquences immédiates. La première, c'est la création de produits à haute valeur ajoutée. Jus vinaigre, vins spiritueux, tous issus d'un fruit autrefois délaissé. Ces produits ne sont pas des marchandises basiques.
Ce sont des biens de consommation sophistiqués destinés à des marchés exigeants, alimentation biologique, boissons artisanales, gastronomie haut de gamme. En d'autres termes, Penny ne crée pas seulement de la transformation locale, elle crée du positionnement international. Ces produits disposent d'une plus grande durée de conservation, d'une meilleure marge bénéficiaire et d'un attrait marketing indéniable. Produit au Burkina Faso devient une étiquette de fierté, pas de pitié. Le narratif change. Le pays n'est plus le fournisseur silencieux de matières premières. Il devient un acteur à part entière de la chaîne de production mondiale. La deuxième conséquence, c'est l'indépendance tarifaire. Lorsque le Burkina Faso exportait uniquement des noix brutes, il était à la merci des marchés mondiaux. Une variation d'un centime au Vietnam, un embargo en Inde et toute l'économie locale pouvaient vaciller. Aujourd'hui, avec la transformation locale, le pays peut fixer ses propres prix, négocier autrement et résister aux fluctuations imposées de l'extérieur. C'est un levier de souveraineté économique, une forme de résistance douce mais puissante. L'Afrique n'a pas besoin de sortir dans la rue pour reprendre le contrôle, elle peut le faire dans ses usines, dans ses champs, dans ses bouteilles de jus. La troisième conséquence est peut-être la plus audacieuse, le développement d'un marché intra-africain solide. Imaginez des bouteilles de jus de cajou burkinabé servies dans les hôtels de Dakar, les cafés d'Abidjan, les restaurants de Bamako. L'Afrique devient enfin son propre marché. Et cela change tout, car le commerce interafricain reste encore faible, autour de 15% des échanges totaux du continent. Penny pourrait devenir un catalyseur, un modèle d'exportation régionale, une démonstration que l'on peut produire pour soi-même avant de produire pour les autres. Et ce simple fait remet en cause la logique héritée de la colonisation, celle où tout était tourné vers l'extérieur. Mais bien sûr, ce réveil n'est pas du goût de tout le monde. Les anciennes puissances commerciales voient dans cette usine une menace silencieuse. Non pas à cause de son volume, il reste modeste, mais à cause de son message. Car si un pays comme le Burkina Faso peut faire ça avec la pomme de cajou, pourquoi pas la Côte d'Ivoire avec le caoutchouc, le Ghana avec le cacao, le Nigeria avec l'huile de palme. Le système mondial construit autour de la division géographique de la valeur, l'Afrique produit, l'Asie transforme, l'Occident consomme, commence à se fissurer. Et ces fissures venues d'un petit village comme Penny peuvent devenir des failles sismiques dans le commerce international. Plus encore, ce projet est en train de redéfinir le rôle de l'État dans l'économie. L'État burkinabé ne se contente plus d'encadrer ou de réguler. Il investit, il construit, il transforme. Et cette implication directe redonne à la puissance publique un rôle moteur souvent abandonné dans les années de réformes structurelles imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Ce n'est pas un retour à l'étatisme autoritaire, mais une affirmation stratégique. Dans certaines circonstances, l'État doit être entrepreneur. Et face aux faiblesses du marché privé local, souvent inexistant dans les zones rurales, qui d'autre peut prendre le risque de bâtir une usine à Penny? Enfin, ce modèle a une dimension culturelle profonde. Produire localement, transformer localement, consommer localement, ce n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte identitaire. Un moyen de dire « nous n'avons pas besoin de ressembler à l'Occident pour avoir de la valeur ». Nous avons notre propre logique, notre propre matière, notre propre ambition. Mais cette ambition doit être portée, transmise et surtout partagée. Car même avec une usine, même avec des produits, tout peut échouer si la population ne suit pas. Le plus grand défi reste à venir bâtir une nation qui croit en sa propre capacité à créer. Et cette foi ne se construit pas avec des machines. Elle se construit avec des récits, des formations, des exemples. Elle se construit avec des succès visibles, tangibles, locaux. Penny peut devenir ce succès. Un point de bascule dans l'histoire industrielle de l'Afrique de l'Ouest. La question n'est donc plus le Burkina Faso peut-il transformer la pomme de cajou, mais bien jusqu'où peut-il aller avec ce nouvel état d'esprit et qui dans la région osera suivre l'exemple. Malgré l'émergence visible de l'usine de Penny et les transformations qu'elle annonce, le plus grand obstacle ne se trouve ni dans la technologie, ni dans le financement, ni même dans les barrières commerciales. Il se trouve dans les esprits. Car si les machines peuvent être achetées, si les infrastructures peuvent être construites, la confiance, elle doit être cultivée. Des générations entières, au Burkina Faso, ont été conditionnées parfois inconsciemment à croire que leur rôle dans l'économie mondiale se limite à l'extraction et à la vente brute. On cultive, on vend, on attend que les prix soient dictés ailleurs. Et l'on recommence. Ce schéma mental a profondément marqué la manière dont les producteurs, les commerçants, les responsables politiques eux-mêmes perçoivent la valeur. Aujourd'hui, l'usine de Penny leur demande de tout réapprendre. Elle demande aux agriculteurs de ne plus seulement être des fournisseurs mais des partenaires dans une chaîne de transformation. Elle attend des coopératives qu'elles deviennent des plateformes logistiques. Elle exige des commerçants qu'ils s'adaptent au cycle de conservation, d'embouteillage, de distribution. Elle demande aux écoles d'enseigner non seulement l'agronomie mais la science alimentaire, la logistique, le marketing rural. Elle appelle à une refondation de la société burkinabé autour de l'idée que la valeur peut naître
ici, qu'elle peut être amplifiée ici, et surtout qu'elle peut être revendiquée ici. Ce n'est pas un changement de pratique, c'est un changement de paradigme. Mais ce changement se heurte à une autre réalité, l'infériorité intériorisée. Dans de nombreux pays africains, y compris au Burkina Faso, les produits importés sont encore perçus comme supérieurs. Un vin sud-africain inspire plus de confiance qu'un vin local. Une boisson made in France porte davantage de prestige qu'un jus produit à Penny. Ce réflexe n'est pas anodin, il est le fruit d'un siècle de domination culturelle, commerciale et symbolique, et il faudra plus qu'une usine pour le déconstruire. C'est ici que le gouvernement, les médias, les artistes, les enseignants ont un rôle fondamental. Il faut changer le récit collectif. Célébrer une bouteille de vinaigre burkinabé comme on célèbre un lancement de satellite. Applaudir l'apparition d'un vin de cajou dans un restaurant local comme une victoire nationale. Raconter sans relâche que produire localement est un acte de fierté, pas une option de repli. Mais le défi ne s'arrête pas à la psychologie collective. Il touche aussi la bureaucratie. Les réalités administratives le peuvent tuer l'innovation si elle ne s'adapte pas. Une licence trop longue à obtenir, un permis d'exportation retardé, une taxe mal calibrée, et toute la chaîne peut s'enliser. Dans les pays postcoloniaux, l'administration avance souvent plus lentement que l'ambition populaire. Or, l'usine de Penny, elle avance vite, très vite. Et si l'État ne réforme pas ses procédures pour favoriser la transformation locale, le progrès se heurtera à des murs invisibles. Il faut aussi poser la question de l'écosystème industriel. Produire du jus est une chose, mais le conditionner, l'étiqueter, le tracer via des QR codes, l'emballer dans des bouteilles en verre local, cela en est une autre. Pour l'instant, le Burkina Faso ne dispose pas encore de tous ces maillons industriels, ce qui signifie que même en produisant localement, une partie de la chaîne reste dépendante de l'extérieur. Le risque, que les coûts explosent, que les marges s'effondrent, et que l'idée même d'autosuffisance s'effrite faute d'un tissu industriel local cohérent. Il devient donc urgent de penser cette révolution comme un ensemble, former les ouvriers, financer les imprimeurs d'étiquettes, attirer les fabricants d'emballages, créer des formations techniques adaptées. Et enfin, il y a la question du consommateur. Le plus grand test, au final, viendra des rayons des supermarchés. Un client, burkinabé, choisira-t-il un jus local ou un jus importé ? Un restaurant local osera-t-il servir du vin de cajou national ou préférera-t-il une bouteille venue d'Europe ? Ces choix apparemment anodins dessineront l'avenir de cette industrie. Car sans marché intérieur fort, même la meilleure usine s'essouffle. Il faut donc rééduquer le goût, reformuler la perception, faire de la consommation locale un acte de citoyenneté. Mais soyons clairs, cela ne se fera pas du jour au lendemain. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit, elle se répète, elle se prouve. Et c'est peut-être la mission la plus difficile de toutes. Car pendant que les machines s'installent, que les tuyaux se connectent, que les premières bouteilles sortent de l'usine, un autre chantier doit s'ouvrir, celui des mentalités. Et dans ce chantier-là, le béton ne suffit pas. Il faut des histoires, des exemples, des succès visibles. Il faut montrer que ça marche, et que ça marche ici. Le pari de Penny est donc double. Il est industriel, oui, mais il est surtout symbolique. Il dit à toute une nation « Nous avons toujours eu ce qu'il fallait, il nous manquait seulement la foi en nous-mêmes ». Si ce message passe alors oui, le Burkina Faso ne sera plus jamais vu comme un simple fournisseur de matières premières. Il sera reconnu comme un pays qui transforme, qui ose, qui invente. Et cela, aucun investisseur étranger ne peut l'offrir. Cela doit venir de l'intérieur. Aussi ambitieuse et visionnaire soit-elle, l'usine de Penny ne peut à elle seule redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso. Pour que la transformation de la pomme de cajou devienne un levier réel de développement, elle doit s'intégrer dans un écosystème plus large, plus cohérent et profondément enraciné dans le tissu économique local. Il s'agit de penser l'usine non pas comme une fin, mais comme le début d'un mouvement. Et ce mouvement doit reposer sur 3 piliers, l'infrastructure, les réseaux logistiques et la gouvernance intelligente. Commençons par le premier, l'infrastructure physique. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones rurales au Burkina Faso sont difficilement accessibles, particulièrement en saison des pluies. Si les agriculteurs ne peuvent pas acheminer leurs récoltes à l'usine de Penny rapidement, la matière première périra. La pomme de cajou est fragile, elle fermente en quelques heures, se gâte en un jour. Elle exige donc une chaîne du froid, des centres de collecte, des routes carrossables, des véhicules adaptés. Le Burkina Faso a longtemps négligé cet aspect logistique dans sa stratégie de développement agricole. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de penser production sans penser acheminement. L'État doit donc investir massivement dans les routes secondaires, les centres de pré-traitement, les camions réfrigérés. Sans cela, les belles machines de Penny tourneront à vide. Deuxième pilier, les réseaux humains et économiques. Une usine ne fonctionne pas seule. Elle doit être intégrée dans une chaîne fluide reliant les producteurs, les intermédiaires, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Il s'agit donc de former, structurer, connecter.
Les coopératives agricoles doivent devenir des partenaires stratégiques de l'usine, avec des contrats clairs, des volumes garantis et des incitations à la qualité. Les commerçants doivent être formés à la logistique du jus, à la conservation des bouteilles, au marketing de produits agrotransformés. Les jeunes diplômés doivent être orientés vers des métiers techniques liés à l'agro-industrie, fermentation, embouteillage, contrôle qualité, maintenance industrielle. Mais surtout, il faut construire des passerelles entre les savoir-faire traditionnels et les exigences industrielles modernes. Par exemple, certains producteurs savent déjà fermenter artisanalement la pomme de cajou. Pourquoi ne pas intégrer leur expertise dans les processus industriels? Pourquoi ne pas les former à superviser des cuves modernes? Cela permettrait de créer des emplois tout en assurant une continuité culturelle. Ce maillage humain est essentiel. Car sans lui, l'usine risque de devenir une enclave technologique coupée du reste du pays, incomprise, voire rejetée. Le troisième pilier, enfin, est la gouvernance. Une usine nationale comme celle de Penny doit bénéficier d'un cadre administratif agile, transparent et favorable. Cela suppose des réformes en profondeur. Les procédures douanières doivent être simplifiées. Les permis de production, d'exportation, les contrôles qualité doivent être rationalisés. Il faut éviter que la bureaucratie étouffe l'innovation. En parallèle, l'État doit aussi protéger les industries naissantes. Cela ne signifie pas imposer un protectionnisme rigide, mais instaurer des mécanismes intelligents, quotas temporaires, priorisation des achats publics, subventions ciblées, accès facilité au crédit pour les fournisseurs locaux d'emballage ou de bouchons. Il s'agit de créer un environnement où les acteurs locaux peuvent se développer sans être écrasés par la concurrence étrangère. Et c'est là que surgit une problématique cruciale, les composants industriels restent encore largement importés. Bouteilles, étiquettes, cartons, codes barres, systèmes de traçabilité, très peu sont produits au Burkina Faso. Résultat, les coûts de production augmentent, les marges diminuent et l'ambition d'autosuffisance s'éloigne. Pour éviter cela, le gouvernement doit encourager la naissance de micro-industries complémentaires. Une usine de verre à Bobo-Dioulasso, un imprimeur d'étiquettes à Waïgouya, un fabricant de cartons à Koudougou. Chaque maillon compte. Et c'est seulement en construisant ces chaînes parallèles que le rêve de Penny pourra se pérenniser. Mais ces industries ne fleuriront que si elles trouvent des débouchés durables. Et ces débouchés viendront d'une consommation locale forte. Or, comme nous l'avons vu, cette consommation est encore hésitante. Il faut donc parallèlement travailler sur la demande. Les campagnes de communication doivent présenter les produits de Penny, non pas comme des substituts pauvres aux produits importés, mais comme des produits de qualité, porteurs de sens et de fierté. Cela peut passer par des certifications nationales, produits du FASO, des concours de l'innovation alimentaire, des foires commerciales régionales, des dégustations gratuites dans les marchés. Il faut créer un imaginaire collectif où la transformation locale devient désirable. Et cela ne se fera pas sans l'appui des artistes, des influenceurs, des médias. L'agro-industrie doit devenir cool. Penny doit être vue comme un laboratoire du futur, pas comme un projet technocratique. Enfin, la question de l'exportation ne doit pas être négligée. Une fois le marché local saturé, l'usine devra conquérir d'autres horizons. Et là encore, l'Afrique offre une opportunité immense. Les compagnies aériennes africaines, les hôtels de la sous-région, les supermarchés de Lomé, Bamako, Niamey, tous peuvent devenir des clients de la marque Penny. Mais pour cela, il faudra assurer la régularité de l'approvisionnement, la constance de la qualité et la compétitivité des prix. Cela nécessite rigueur technologie et surtout vision long terme. Construire un écosystème cohérent ne se fait pas en une année. Cela demande une stratégie décennale, une coordination permanente et une foi indéfectible dans la capacité du pays à se transformer de l'intérieur. Penny n'est qu'un premier pas. Mais un pas qui, bien ancré, peut entraîner tout un pays derrière lui. Et si le plus grand enseignement de la pomme de cajou n'était pas économique, mais symbolique? Et si ce fruit, longtemps piétiné, ignoré, oublié, devenait le déclencheur d'un changement de mentalité bien plus vaste au Burkina Faso et à travers toute l'Afrique? C'est là toute la puissance du projet de Penny. Il ne s'agit pas simplement d'une usine, mais d'un miroir tendu à une nation. Un miroir qui renvoie une image différente, audacieuse, ambitieuse, celle d'un peuple qui cesse de se contenter de produire ce que les autres transforment. Durant des décennies, les nations africaines ont joué des rôles imposés dans une économie mondiale structurée pour servir d'autres priorités. Produire, extraire, envoyer, puis attendre. Attendre que la richesse revienne, qu'un prix juste soit fixé, qu'un acheteur apparaisse. Cette logique a créé une dépendance mentale autant qu'économique. Elle a façonné des générations d'agriculteurs, de décideurs, de commerçants à se considérer comme des fournisseurs de base, pas comme des créateurs de valeur. Mais Penny vient défier cette logique. En décidant de transformer localement un fruit que personne ne voulait, le Burkina Faso remet en question toute une hiérarchie. Il refuse l'idée que l'innovation ne peut venir que d'ailleurs. Il affirme qu'il n'est pas nécessaire d'imiter l'Occident pour exister, mais qu'il suffit de croire en ce que l'on a déjà.
Et cette croyance, ou plutôt cette redécouverte de soi, est contagieuse. Car si le Burkina Faso peut bâtir une industrie autour de la pomme de cajou, pourquoi pas le Ghana avec le cacao, l'Éthiopie avec le café, le Kenya avec le thé, le Nigeria avec le beurre de karité. Chaque pays africain possède un fruit oublié, une matière méprisée, une richesse abandonnée. La vraie révolution, ce n'est pas de remplacer l'export par la transformation, c'est de remplacer le doute par la confiance. Mais rêver plus grand a un prix. Cela signifie emprunter un chemin incertain, là où l'ancien système offrait une forme de sécurité. Cela signifie affronter des intérêts puissants, les importateurs qui préfèrent une Afrique fragmentée, les multinationales qui veulent acheter bas et vendre haut les élites locales parfois complices de cette mécanique. Cela signifie construire une économie qui dérange, qui redistribue, qui réinvente. Cela signifie aussi accepter l'erreur, la lenteur, les tâtonnements. Toute industrialisation comporte des échecs. Des produits qui ne se vendent pas, des machines qui tombent en panne, des employés mal formés, des marchés mal compris. Mais l'échec n'est pas l'ennemi du développement. L'ennemi, c'est l'immobilisme. Il faudra donc former des ingénieurs, des chimistes, des spécialistes du goût, créer des centres de recherche agroalimentaire, lancer des concours d'innovation, favoriser les start-up rurales et surtout, il faudra bâtir des récits puissants ancrés dans l'imaginaire collectif. Chaque bouteille produite à Penny doit raconter une histoire, pas seulement celle du fruit, mais celle du pays. Celle d'une rupture, d'un choix courageux, d'un refus de se contenter. Le design, le nom, le message doivent porter cette ambition. Et chaque fois qu'un consommateur burkinabé ou sénégalais achète une bouteille de vin de cajou, ce n'est pas juste un achat, c'est un acte de foi. Et c'est ainsi que naît une industrie. Pas avec des plans quinquennaux abstraits, mais avec des gestes répétés, des choix quotidiens, des fiertés partagées. Car au fond, Penny pose une question essentielle, une usine peut-elle faire rêver ? Peut-elle redéfinir l'imaginaire d'un peuple? Peut-elle transformer un fruit oublié en symbole national? Tout semble indiquer que oui. Et le changement déjà se fait sentir. Des entrepreneurs locaux se forment à la fermentation. Des jeunes rêvent de devenir ingénieurs en agrotransformation, pas seulement fonctionnaires. Des femmes de coopératives s'organisent pour collecter les pommes plus efficacement. Des marchés de Ouagadougou commencent à mettre en avant les bouteilles « Made in Faso ». La graine est semée et elle germe. Mais pour que ce rêve tienne, il faudra du courage, de la patience et surtout un engagement collectif, pas seulement du gouvernement mais des familles, des enseignants, des commerçants, des médias, des artistes. Tous doivent porter cette vision et rappeler à chaque occasion, nous avons été pauvres non pas parce que nous n'avions rien mais parce que nous avons laissé d'autres définir ce qui valait. Aujourd'hui avec Penny, le Burkina Faso reprend cette définition et il la grave sur chaque bouteille, sur chaque étiquette, sur chaque caisse exportée. Et demain, peut-être que d'autres pays suivront. Peut-être que le label produit local africain deviendra aussi prestigieux que celui de France ou d'Italie. Peut-être qu'un enfant burkinabé dans 20 ans boira du jus de cajou et dira fièrement « c'est de chez moi ». Et peut-être que cette fierté changera tout. La pomme de cajou n'est donc pas qu'un fruit. Elle est une métaphore, un enseignement. Elle montre que la valeur n'est pas une propriété fixe. Elle est construite, narrée, revendiquée. Et si l'Afrique apprend à raconter autrement ce qu'elle possède, elle changera sa place dans